Ce podcast est rendu possible grâce à la participation financière de TELUS, qui prône le dynamisme des médias et du journalisme au Québec. Bonsoir, mon nom est Bruno Guglielminetti. Vous écoutez une édition spéciale de mon carnet en direct de la deuxième édition du Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer. Pendant les 4 prochains jours, je vous propose de suivre de près ce festival de Carleton-sur-Mer, unique au Canada, qui rassemble une fois par an, en mai, des journalistes, des enseignants, des dirigeants de médias et, très important, le grand public autour d'un sujet, le journalisme. Ce soir, question de mettre la table, je vous propose de rencontrer le créateur de ce festival, Bertin Leblanc. Il est toujours le directeur général et c'est lui, avec son équipe, qui a monté de toutes pièces ces 4 jours de rencontre. Alors, je vous dirai que pour nous présenter ce qu'est ce festival et ce qu'il en sera cette année, c'est la personne toute désignée. Ce festival de journalisme, il a la chance d'avoir un parrain. Et il l'a même d'ailleurs depuis le tout début. C'est Jean-François Lépine. On parlera avec lui, avec ce journaliste devenu diplomate et aujourd'hui analyste de la scène internationale, pour qu'il nous parle de son lien avec le festival et sa vision de celui-ci. Et puis, question de mettre la table pour toutes les discussions qui auront lieu dans les prochains jours à Carleton-sur-Mer, je vais vous proposer une rencontre avec une observatrice de choix, quand vient le temps de parler de journalisme et de médias au Québec. Colette Brun, elle est la directrice générale du Centre d'études des médias et elle est également professeure en communication et journalisme à l'Université Laval de Québec. Alors, après cette courte pause, on retrouve Bertin Leblanc, le directeur général du festival. Bertin Leblanc, bonjour. Bonjour Bruno. Bertin, d'où vient l'idée de créer le Festival international de journalisme? En fait, vous savez, je suis gaspésien et c'est un peu l'effet Covid. J'ai été privé de la Gaspésie pendant 2 ans. Et à mon retour, je prenais une petite marche sur le bord de la mer et j'avais cette idée depuis très longtemps, en fait, depuis au moins une dizaine d'années, parce que moi, je suis un habitué des festivals et des congrès en Europe, etc. Et je me disais, au seuil de mes 55 ans, je me suis dit, c'est le moment de le faire. Parce que tu as ton réseau, parce que le réseau est mature. Et puis, en regardant le Mont Saint-Joseph, je me suis dit, voilà, il n'y a pas de plus beau cadre pour penser le monde de l'information aujourd'hui. On a besoin de répit, on a besoin de prendre une pause. Donc, le cadre m'a paru tout à fait favorable. Et le hasard de la vie fait que j'ai des amis sur place, que j'ai contactés en prenant une bière sur le bord du quai de Carleton avec un type qui s'appelle Alain Bernier. Je lui ai parlé de l'idée, il m'a regardé. Il m'a dit, ouais, t'es sûr, c'est quoi cette affaire-là? Et puis on a parti. En fait, on a engagé une réflexion avec lui et des gens de Carleton et on a réfléchi pendant 3-4 mois. On se voyait 2 fois par semaine, toutes les 2 semaines pour essayer de se dire, OK, comment on organise ça, d'où on part, etc. Donc, c'est vraiment une idée qui a été, je dirais, qui est une synthèse de ma carrière de journaliste plutôt à l'étranger et une rencontre de ma région d'origine et puis la volonté des gens du coin d'accueillir ça. Parce que c'est le cas de le dire, l'engagement de la communauté locale est comme un élément immensément important dans la réussite du festival. Tu as tout à fait raison. En fait, c'est fondamental parce qu'en fait, en réfléchissant, en construisant le projet avec Alain Bernier, on s'est dit, voilà, moi, j'étais parti en peur en me disant, OK, je vais faire un comité éditorial avec des gens du Financial Times, du Monde, de la presse. Et puis, en fait, Alain m'a dit, non, n'oublie pas qu'on fait ça ici. Et après, c'est là qu'on a développé un peu cette approche plutôt citoyenne. On s'est dit, mais pourquoi on fait un festival de journalisme? En fait, c'est pour le grand public, c'est pour que les gens puissent mieux comprendre notre métier. Et c'est comme ça, finalement, qu'on a décidé de s'entourer de gens qui ne sont pas des professionnels de l'information. Et en fait, c'est très utile. Quand moi, je prépare ma programmation et quand on en parle en équipe, tout le monde me rappelle un peu, c'est qui ce monsieur-là et pourquoi il vient et puis qu'est-ce que ça va nous apporter? Et moi, comme citoyen, est-ce que j'y trouve quelque chose? Et en fait, on bâtit la programmation vraiment avec et pour les gens pour que, voilà, cette rencontre entre les journalistes, le monde de l'information et le grand public existe et qu'il soit cohérent. Vous savez, chaque séance qu'on a, vous allez le voir parce que vous serez au festival, il y a 35-40 minutes de discussion, mais on garde toujours un gros tiers de cette prise de parole
avec le public. Pour nous, c'est un élément fondamental en fait. C'est le rapport à l'éditorial, c'est le rapport pendant l'événement, mais il y a aussi tout le volet logistique où on sent que la communauté est importante. Ah oui, oui, complètement en fait. On était un peu sur une page blanche l'année dernière en se disant est-ce que les gens, vont comprendre la démarche? Parce que évidemment, c'était pas du tout gagné d'avance, parce qu'on a expliqué, on a fait de la pédagogie, on a fait de la radio locale, mais on savait pas si les gens allaient vraiment comprendre la démarche. Par contre, il y a une communauté très solide, très soudée à Carleton, et la curiosité a fait que les bénévoles ont dit, OK, on va venir. On ne sait pas où on s'en va, mais on va embarquer dans le projet. Donc, on s'est retrouvé très honnêtement avec une petite armée de bénévoles dont on savait pas très bien quoi faire parce qu'on avait trop de monde en fait la première année. Cette année, on va mieux répartir parce qu'il y a plus de volume, mais les gens ont tout de suite embarqué dans le projet. Et ce qui m'a frappé, très honnêtement, c'est à la fois les pouvoirs publics, le public, mais c'est vraiment toute la communauté, que ce soit les restaurateurs. Il y a un pêcheur qui amène des visiteurs pêcher des huîtres. Voilà, ça devient une vraie expérience parce qu'il y a un sentiment de faire quelque chose de très utile, d'original, et tout le monde veut y contribuer. Et moi, ça m'a beaucoup ému l'année dernière quand j'ai vu cette mobilisation générale. Et puis, quand un pêcheur d'huîtres nous dise, bah, si vous voulez, moi, je vais amener vos invités sur la baie des Chaleurs pour aller pêcher des huîtres. Évidemment, ça a fait de très nombreux heureux et ça donne l'expérience et je pense que c'est important. L'idée du festival, le mot festival est très important parce on veut que ce soit aussi une fête du métier, une fête. Évidemment, on est là pour faire une forme d'éducation très démocratique des problématiques de l'information, mais on veut absolument que tout ça soit dans un esprit très convivial. C'est extraordinaire pour les festivaliers de pouvoir, voilà, on va croiser Jean-François Lépine, on va croiser Florence Aubenas, on va croiser cette année, on va croiser Céline Galipeau, Richard Latendresse, Antoine Robitaille, enfin, et en fait, c'est aussi intéressant pour le public que pour les journalistes. Le retour que j'ai eu des journalistes, c'était ah bah en fait c'est le fun de pouvoir rencontrer les gens. L'année dernière, il y avait le maire de Québec et puis Jean-François Lépine de pareil. Ils n'arrivaient pas à gagner à pied partir du lieu du festival à leur hôtel parce que tout le monde arrêtait pour leur donner un livre pour rentrer à l'hôtel ou l'inverse pour venir au Quai des Arts. Donc voilà, c'est l'esprit qu'on a pu créer grâce aux citoyens de Carleton et de la région qui vraiment ont adhéré tout de suite au projet. Et ça, on a été bénis des dieux. Moi, j'avais dit, voilà, ce festival, cette première édition, c'est un petit miracle en fait, parce on était dans une aventure humaine, on avait envie que ça porte, et puis finalement, tout le monde a embarqué. Ce festival de journalisme, il se place où dans l'écosystème des événements qui s'intéressent à l'information, aux médias? En fait, oui, moi, ce qui me frappe, vous savez, je viens en France où le débat est un peu une seconde nature, donc tout le monde discute, débat, etc. Au Québec, il y a quand même pas mal d'espace, mais c'était pas tellement formalisé. L'idée de se réunir 3 jours pour discuter d'une question, d'un thème, on le fait en littérature. On est les champions du monde des festivals de musique, de littérature, mais pour réunir du monde juste pour jaser, débattre, se confronter à des idées. On n'est pas tout à fait encore, je dirais, habitué à ça. Donc, je crois que c'est une des grandes découvertes. Et j'ai envie de dire, le festival, il est là pour à la fois présenter un état des lieux de ce qu'est l'information aujourd'hui, comme vous le savez bien. On n'est pas là où on était l'année dernière et cette année et l'année prochaine, on sera probablement ailleurs. Donc, c'est important de pouvoir garder cet espace. Et moi, je dis souvent, c'est comme un poumon démocratique, en fait. Mieux on va comprendre les médias, plus on pourra être un meilleur citoyen et être un citoyen qui va pouvoir s'engager correctement dans le processus démocratique. On apprend aussi le dialogue, on apprend la discussion. Moi, je me dis, si on peut contribuer à développer le sens critique et la connaissance, on arrivera mieux à se parler, on arrivera mieux à dialoguer ensemble. Et c'est la mission principale du festival. Je pense que c'est vital d'être en capacité de donner les clés de compréhension pour que les gens, à la sortie d'une table ronde, se disent, voilà, je me sens plus intelligent après ça. Et moi, j'adore ce sentiment-là. Et c'est ce qu'on veut communiquer, en fait, au public du festival. Avant de parler de l'édition qui commence, je veux absolument quand même revenir sur
cette première édition? Vous l'avez mentionné, tout le monde en a parlé une fois que ça s'est fait. Il y a bien des gens qui ne savaient pas que la première édition avait lieu et c'était la surprise en disant «Oh non, mais j'aurais voulu être là». Vous retenez quoi de cette première édition? En fait, que c'était possible d'organiser un événement comme celui-là dans une région à 900 kilomètres de Montréal. J'ai des collègues, des ex-collègues de Radio-Canada qui m'ont dit, bah, c'est couillu de faire ça en Gaspésie, qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai l'habitude de me lancer dans des projets sans trop réfléchir et on l'a fait surtout avec le cœur et de se dire, OK, on a réussi le pari avec le public local, régional. Il y a des gens qui sont venus de relativement loin. Là, cette année, je sais qu'il y a au moins une centaine de personnes qui prennent leur voiture, qui partent de Ottawa, de Toronto, de Winnipeg. Et donc, la distance n'est pas un obstacle à la discussion. Et ça, pour moi, c'est le vrai miracle de ce festival, c'est que les gens prennent le temps. Et c'est extraordinaire parce que c'est à la fois, ils viennent se nourrir intellectuellement, socialement, et en même temps, ils découvrent la région. Moi, je dirais que la moitié des invités du festival, ils prolongent. Soit ils viennent un peu plus tôt, soit ils restent un peu après. Et le discours général, c'est je suis jamais venu en Gaspésie, des Québécois, hein, où je suis venu une fois avec mes parents quand j'avais 8 ans. Et puis, la plupart de nos invités français qui viennent cette année, on en a 4-5, ils prolongent leur séjour. Donc, ils vont découvrir la Gaspésie, ils vont découvrir la Malbaie, Québec, Montréal. Donc, là-dessus, ça reste un vrai... Et la distance n'a jamais été un obstacle. Dans ce qui me frappait dans la préparation, et quand on testait l'idée avec les gens du milieu, personne m'a dit, mais c'est loin la Gaspésie. Et là, on s'est dit, on tient peut-être quelque chose, quoi. Donc, ça tient à l'originalité. La sauce a pris, on ne sait pas très bien pourquoi, mais je pense que c'est parce qu'il y a un besoin. Pour moi, la grande conclusion générale, c'est qu'on a besoin de se parler, on a besoin de se réunir, et le festival répondait à ça, autant pour le milieu que pour les gens qui s'intéressent à l'information et les citoyens en général. Cet espace-là est vital. Et paradoxalement, bizarrement, je ne sais pas pourquoi ça n'existait pas. Vous avez mentionné quelques noms, mais si je vous demandais de nous dire à quoi va ressembler la deuxième édition, celle qui commence là, du 16 au 19? Je pense elle est extrêmement nourrie, très variée. On a essayé de répondre à 2-3 critères de base. Moi, je voulais qu'on puisse traiter des grandes questions d'actualité qu'on peut anticiper. Donc, je tenais à ce qu'on puisse parler d'Haïti. Donc, je pense qu'on est en train de réaliser quelque chose d'intéressant en faisant sortir des journalistes d'Haïti malgré un contexte difficile. C'est un peu un trou noir de l'information malgré tout parce qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe. On va traiter des grandes et chercher un moyen. Évidemment, l'actualité au Moyen-Orient est indispensable, donc. Mais je voulais pas le traiter de façon journalistique. Je voulais le traiter de façon de fond parce que je pense que la problématique au Moyen-Orient, c'est que les gens connaissent mal l'histoire. Donc, on fait venir un historien, Vincent Lemire, qui est vraiment une sommité en la matière et qui est un excellent vulgarisateur, avec les spécialistes extraordinaires qu'on a à la maison, avec Jean-François Lépine, Céline Galipeau, Guillaume Lavallée. On va traiter l'Ukraine aussi via un documentaire que nous offre gracieusement Reporters sans frontières. Et puis on va traiter de la question américaine, parce qu'on est quand même, on vit à l'ombre de l'éléphant, donc c'est une année électorale et on a la chance d'avoir Azeb, Voldegorgis, Richard Latendresse et quelques spécialistes pour traiter de cette question-là, qui reste un vrai sujet, en se posant la question suivante: pourquoi on devrait s'intéresser aux élections américaines, et pourquoi ça nous concerne autant, quoi. Donc on l'aborde toujours un petit peu du point de vue du citoyen. Ensuite, on essaie d'apporter des réponses à toutes les angoisses que créent les nouvelles technologies. Vous connaissez bien l'histoire des GAFAM, l'intelligence artificielle. Ça reste des sujets qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin et je pense que les gens sont très friands de ça. Et puis aussi j'essaie de répondre à l'histoire des médias québécois. Cette année, il y a les 50 ans des radios communautaires au Québec. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que les radios communautaires sont pour la très grande majorité, en excellente santé. C'est quand même une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que ce maillon du local est extrêmement bien servi. Donc, on fait ce grand écart et je pense qu'on va essayer d'installer ce type de programmation pour un bon moment, c'est-à-dire passer du local à l'international et voir que finalement tout ça se rejoint à un moment ou un autre, avec une diversité de points de vue aussi. On veut pas traiter uniquement que des questions
d'information et de journalisme, mais des questions sociales. Il y a aussi les gens qui ont un malaise par rapport à ça, par rapport au développement des réseaux sociaux, etc. Donc, on va entendre des élus locaux qui vont nous dire, bon, ben voilà, c'est quoi essayer de diriger une ville ou d'être député dans une région à l'ère des réseaux sociaux. Donc, c'est intéressant d'aller chercher cette expérience-là. Et je pense que pour les journalistes aussi, c'est une matière intéressante. Et puis finalement, j'ai essayé de composer aussi un casting, j'aime pas le mot, mais en tout cas, avoir des intervenants avec des points de vue différents, avec des expériences différentes. Cette année, on fait venir un journaliste du Guardian, le Guardian est quand même une belle référence, et on a la chance d'avoir un journaliste parfaitement francophone qui pourra nous parler un peu de l'expérience du Guardian, qui est un des modèles de la profession, et puis qui est un grand expert de l'Union européenne et de ces questions. Donc voilà, j'ai essayé de diversifier pour que je dirais quand je construis la programmation, j'ai deux publics cibles. J'ai le public des professionnels de l'information et le grand public de façon générale. Et je veux que les deux puissent se nourrir, quoi, avec un casting qui va leur permettre de croiser des gens, échanger sur les pratiques ailleurs et chez nous. En terminant, Bertin, qu'est-ce qui va faire qu'à la fin de cette deuxième édition, à vos yeux, ça va avoir été un succès? C'est le sourire des gens quand ils sortent des salles. Non, mais vous allez voir, c'est hyper agréable de se dire, de voir les gens avec et puis l'engagement et le public qui pose des questions. Donc, la grande satisfaction, c'est vraiment la satisfaction du public, autant les professionnels que les citoyens qui prennent la peine de venir et d'entendre et d'écouter, de voir et de rencontrer tous les intervenants. On a quand même réuni plus de 80 intervenants, donc ça veut dire beaucoup de bandes passantes dans nos cerveaux pour essayer de croiser toutes ces informations. Mais c'est ce qui nous a fait plaisir l'année dernière et qui nous a doublement motivés pour préparer cette seconde édition. Bertin Leblanc, directeur général du Festival international de journalisme de Carleton-sur-Mer, merci d'avoir pris du temps comme ça pour répondre à mes questions. Et puis, bon festival. Merci Bruno, à très bientôt. Maintenant que vous avez une meilleure idée de ce qu'est le festival, je vous propose de rencontrer son parrain, Jean-François Lépine. Connu d'abord pour son travail de journaliste, de correspondant de Radio-Canada à travers le monde, il a été en poste à Pékin, à Paris, à Jérusalem, avant d'animer les grands magazines d'information tels que Présent, Enjeu, Zone Libre et le dernier, là, Une heure sur Terre. Cela étant dit, aujourd'hui, c'est aussi sa carrière de diplomate pour le Québec en Chine et son travail d'observateur de la scène internationale qui est reconnu. J'arrête ici le portrait du parrain du festival. Je vous propose plutôt que nous allions le retrouver. Bonjour, Jean-François Lépine. Bonjour. Jean-François, qu'est-ce que ça représente pour vous, le festival? Ben d'abord, ça représente un appel que j'ai reçu un jour de Bertin Leblanc, que je connaissais pas beaucoup d'ailleurs et qui a eu cette idée-là, en fait, avec le conseil d'administration de faire en sorte que je parraine la première édition, puis on a décidé de continuer. Mais ça m'a tout de suite séduit, cette idée de... Moi, j'ai été il y a longtemps président de la Fédération des journalistes quand j'étais presque dans la vingtaine, et puis j'en ai fait des congrès de journalisme et tout ça. Ça m'enthousiasme moins parce que c'est un peu trop guindé quand on va dans les hôtels et tout ça maintenant, et puis... Mais cela dit, je trouvais que de déplacer ça dans un contexte géographique plus détendu, extrêmement beau comme la baie des Chaleurs et tout ça. Et c'est lui qui m'a raconté aussi qu'en Europe, ça se faisait de plus en plus. Il y a entre autres Le Monde qui fait un événement comme ça, toujours dans le même petit village et tout ça. Et je me suis dit, tiens, pourquoi on ne tente pas l'occasion? Ce qu'il voulait aussi, c'était cette dimension internationale qu'on n'a pas dans nos congrès de la Fédération des journalistes ici. Et voilà, donc on a fait une première édition qui a été un succès parce que le but de l'opération, c'est aussi comment on se déplace dans une région, qui n'est pas une grande ville du Québec, ben, c'est d'impliquer la population locale, alors, autant dans l'organisation, donc on est bien reçu par la ville, par tout le monde, mais dans la participation à nos événements et tout ça. Puis quand on pense que cette année, on a presque doublé l'offre d'ateliers et de tout ça, et de discussions, incluant donc un volet régional, parce que moi, je suis très intéressé par l'accès à l'information dans les régions.
Donc, c'est déjà après, ça c'est notre deuxième année. C'est déjà après la première année, c'était déjà un succès. Puis cette année, on voit les choses vraiment de façon extrêmement optimiste. Vous l'avez dit, des congrès de journalistes, ça existe depuis longtemps, Oui. au Québec aussi. Pourquoi c'est important que ce festival existe aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voyez de particulier au fait de se rencontrer en 2024 dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui? Ben, je pense que ce qu'on va faire là, c'est pas tellement différent. Les thèmes sont pas tellement différents de ceux qui se bâtissent d'année en année. Il y a toujours des choses qui s'ajoutent parce que le monde des communications, tu le sais toi-même, Bruno, évolue à une vitesse folle. L'intelligence artificielle, cette année, on va en parler, c'est un phénomène extrêmement nouveau. L'application de l'intelligence artificielle à notre métier et tout ça. Donc, ça sera pas tellement différent dans ce sens-là, mais je pense que le fait d'être et de mélanger aussi les genres, on invite cette année deux artistes, Michel Rivard et le deuxième dont j'oublie le nom, malheureusement, mais donc on invite aujourd'hui cette année des artistes en plus à se joindre à ça, le juge en chef de la Cour suprême du Canada qui va être là. C'est fantastique c'est qu'on on traite pas peut-être ces sujets-là de façon identique parce qu'on est moins formel, on est dans un climat plus détendu, mais aussi, et c'est encore une fois l'idée des organisateurs, Bertin Leblanc en premier, d'un peu diversifier les genres avec ces deux chanteurs, avec des présentations aussi qui vont être un peu plus culturelles et moins premier degré journalisme et tout ça. Mais voilà, mais on s'en tient toujours à des grands enjeux de notre métier. Alors, ça va de la couverture régionale jusqu'au au rôle des correspondants étrangers. Moi-même, je participe à un événement sur l'état du monde, où est-ce qu'on s'en va. Je pense que moi, je fais ça systématiquement avec les grandes entreprises au Québec, les institutions financières. Ben, je pense que c'est important entre nous aussi, journalistes, de se dire où s'en va la planète, là. Sur le plan environnemental, mais sur le plan géopolitique, c'est inquiétant. Il y a beaucoup de sujets en tout cas de questions. Alors, c'est pas différent des grands enjeux, c'est le contexte qu'on essaie de faire différent en y intégrant aussi d'autres aspects un petit peu plus ludiques, comme la chanson, comme la culture, etc. Je le disais dans la présentation, cette année encore, vous êtes parrain, mais très égoïstement, là, comme journaliste, qu'est-ce que vous y trouvez, vous, à cet événement? Alors, moi, je vais te dire quelque chose, Bruno, qui est vraiment une confidence que tout le monde va entendre, là. C'est que moi, je ne suis pas, je l'avais dit à Bertin, d'abord, j'ai quitté formellement ce métier-là en 2013. J'ai fait de la diplomatie et là, je reviens un peu sous forme de chroniqueur, analyste de l'actualité internationale. C'est moins du journalisme comme tel, c'est de l'analyse. Mais c'est une forme de journalisme. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, alors que j'ai été président de la FPJQ quand j'étais jeune, je suis pas un fanatique de la discussion sur notre métier, où s'en va notre métier et tout ça. Donc, je me fie beaucoup aux autres pour parler de ça. Moi, ce à quoi je vais participer, c'est ça que je disais dans le festival, il y a des choses différentes. Moi, c'est vrai que oui, je m'intéresse beaucoup à comment les correspondants étrangers couvrent la planète, la nécessité d'avoir des volets internationaux. Ça, c'est des sujets qui m'intéressent. L'état du monde m'intéresse beaucoup. On va avoir, par exemple, un atelier sur Haïti. On va avoir un atelier sur, encore une fois, la géopolitique mondiale, le Moyen-Orient. Je vais animer un atelier sur le Moyen-Orient. C'est un conflit qui change beaucoup, qui a atteint un niveau de violence insoupçonné et terrible, qui dure encore, qui ébranle beaucoup de choses. Puis on le voit aujourd'hui. Al Jazeera, au moment où on se parle, n'a plus le droit de diffuser en Israël. On a fermé le bureau d'Al Jazeera, qui était le seul médium mondial à rester à Gaza depuis le 7 octobre. Donc, moi, en toute confidence, je suis pas là tellement pour partager les discussions sur l'éthique du métier ou la façon dont on fait notre métier, chroniqueur, VS Nouvelles, des sujets comme ça qui intéressent ceux qui s'intéressent à ce métier-là, mais je suis là pour tout l'aspect rôle de la presse face à l'actualité. Comment il faut
ouvrir des portes, il faut être là, Et ça, c'est l'aspect plus pratique qui m'intéresse. Je vais en profiter puisque vous l'avez mentionné. En 2013, vous avez pris un pas de recul par rapport à la profession. Bon, Oui. vous avez quitté Radio-Canada et il y a une autre partie de votre vie qui est une grande porte qui s'est ouverte, celle de la diplomatie. Est-ce que cette période-là, appelons ça un pas de recul par rapport à la profession, est-ce que ça vous a permis de réfléchir au rôle que vous avez joué pendant toutes ces années-là comme journaliste? Ben, d'abord, quand j'ai quitté Radio-Canada, c'était parce que aussi le gouvernement Harper à l'époque coupait de plus en plus les fonds de la télévision publique. Et moi, j'avais fait toute ma carrière, vraiment pendant 40 ans, principalement à couvrir la planète. Et les patrons de Radio-Canada, en réaction aux coupures, coupaient ce qui était le plus évident à couper, c'est-à-dire l'information internationale. Parce que contrairement à ce qu'on pense, l'information internationale, ça intéresse le public, mais ça intéresse moins que l'information locale. Alors, quand on est un patron de presse puis qu'on simplifie les choses, on coupe l'information internationale qui coûte cher et qui rapporte moins bien que l'information locale. Donc, moi, ça me révoltait. Et je me suis dit, je vais aller travailler dans un autre secteur. Je vais aller aider. Ça me préoccupait beaucoup, moi, que nos grandes entreprises, nos moyennes entreprises soient beaucoup moins présentes sur les marchés étrangers que le sont les entreprises américaines ou françaises ou allemandes, par exemple. Et je me disais, j'ai ouvert des portes toute ma vie, moi, au public sur la planète, mais je vais aller avec les entreprises. Puis j'avais démarré une entreprise, j'ai fait ça pendant 1 an ou 2, jusqu'à ce que le gouvernement du Québec me demande de faire ça officiellement, comme diplomate, aller m'occuper de développer le marché chinois pour nos entreprises. Quand on dit les entreprises, c'est autant le secteur culturel, l'Orchestre symphonique de Montréal, de Québec, les grands ballets canadiens, que d'autres entreprises dans d'autres secteurs. Et c'est ça que j'ai fait. Et puis, donc, c'est pas tellement, ça a été plutôt un prolongement de ce que je faisais avant, mais ça m'a convaincu encore plus parce que plus j'ai passé du temps en Chine, plus les journaux et les médias canadiens se retiraient de la Chine pour des raisons de moyens. Plus je voyais que ce qu'on faisait n'était pas couvert par les médias. Nos médias, par exemple, étaient absolument pas conscients du rôle que je jouais à l'étranger, comprenaient rien, s'intéressaient aux comptes de dépenses des délégués du Québec à l'étranger, des repas qu'on faisait à l'occasion, parce que ça fait partie de la diplomatie, et donc, c'est vrai que ça m'a confirmé un peu dans le fait qu'il faut continuer à investir davantage, à convaincre nos entreprises de presse à investir davantage dans la couverture du monde. Le monde, tu le sais toi-même, tu es là-dedans quotidiennement, est interconnecté, communique. Mais on observe, malgré ça, de plus en plus de pays qui se referment sur eux-mêmes. C'est très contradictoire tout ça. Et donc, ça m'a simplement convaincu dans ce à quoi j'ai toujours cru, c'est-à-dire qu'on est là pour ouvrir des portes. Et puis, il faut continuer à les ouvrir, même si la porte est souvent essaie de se refermer, parce que c'est important d'être conscient que les autres vivent les mêmes expériences que nous. On est tous vraiment dans la même situation. Prenons l'environnement, prenons les politiques familiales, le vieillissement. C'est un phénomène global, le vieillissement, hein. Ça se fait en Chine autant qu'aux États-Unis, autant qu'en Europe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, pourquoi ne pas partager tout ça? Puis, étrangement, je suis revenu ici. Je pensais continuer à travailler avec les entreprises sur une base privée. Puis finalement, les médias m'ont appelé immédiatement en revenant parce qu'il y avait un besoin de comprendre ce qui se passait. Puis l'autre phénomène, accessoirement, c'est que j'ai découvert qu'il y avait un engouement pour la perspective historique que j'avais. En d'autres termes, que le vieillissement était un avantage pour moi. Les gens veulent avoir une perspective historique, veulent savoir pourquoi on en est arrivé là. Et c'est ce que les gens adorent quand on réussit à faire ça, parce que moi, je le dis tout le temps, j'ai connu tous les premiers ministres d'Israël après Mme Golda Meir, qui était premier ministre au milieu des années 70. Je les ai connus, je les ai interviewés, et ça, imagine, ça donne une perspective fantastique que les gens veulent entendre.
Et donc, ça m'a simplement, cette ouverture à la diplomatie. La diplomatie, c'est beaucoup aussi amasser de l'information. C'est un peu comme le journalisme, hein. On amasse de l'information, on fait des contacts, on a des sources. Moi, j'étais un expert, j'adorais ça, de prendre des entreprises québécoises puis les amalgamer avec des fois des Françaises, des Allemandes, pour qu'ils investissent ensemble le marché chinois parce qu'ils étaient, disons, complémentaires. Je connaissais beaucoup la Chine parce que j'ai 40 ans d'expérience avec la Chine. J'étais correspondant dans les années 80. Alors, ça aidait beaucoup tous ces contacts que j'avais. Donc, c'est un peu un prolongement, mais le fondement de tout ça, c'est la passion de ma vie, c'est-à-dire l'ouverture sur le monde. Et je pense que c'est très important. Si le Jean-François Lépine avait 20 ans aujourd'hui, est-ce qu'il serait attiré par le monde de l'information? Je pense que oui. Ou il irait en diplomatie? Mais c'est une autre. Ben d'abord, Bruno, quand j'ai commencé j'ai quitté l'université après un bac. J'ai fait une maîtrise puis un début de doctorat après quand je travaillais, mais j'ai eu deux options au départ qui me fascinaient. C'était le journalisme et la diplomatie. J'ai passé l'examen du ministère des Affaires étrangères, mais au moment où j'arrivais à la dernière étape, là où il fallait s'engager un peu, Radio-Canada m'offrait des choses et puis j'ai choisi le journalisme, mais j'aurais fait l'un ou l'autre que peut-être que ce qui m'aurait vraiment déprimé dans le métier de diplomate, c'est la bureaucratie. Je le vois avec mes amis qui sont devenus diplomates. Remarque à mon âge, les gens qui ont mon âge maintenant sont à la retraite, c'est moins pire, mais aujourd'hui, c'est terrible la bureaucratie au sein des ministères des Affaires étrangères. Même le petit ministère des Relations internationales du Québec, c'est inouï. Et ça, cet aspect-là, en journalisme, moi, je disais tout le temps, je pensais que Radio-Canada était une bureaucratie. Mais quand je suis arrivé au gouvernement, là, j'étais découragé de la bureaucratie. Puis elle était moins pire qu'elle l'est aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de changements de ce côté-là. Les fonctionnaires ont tellement peur de se faire critiquer qu'ils créent toutes sortes de barrières autour d'eux-mêmes et tout ça. Donc, est-ce que je le ferais? Je ne le sais pas. Parce que c'est sûr que je dis souvent, par exemple, que si j'avais pas fait ce métier-là, un métier que j'aurais aimé faire, c'est d'être médecin et j'aurais été médecin sans frontières. Tu sais, j'aurais été médecin dans les zones de guerre, je pense que j'aurais fait ça aussi. J'aurais été médecin partout sur la planète. Et vous auriez fini porte-parole pour Médecins sans frontières. Ouais, peut-être. Cela dit, c'est ça, j'aurais peut-être fait ça, mais je veux pas revenir en arrière. Puis je pense que j'aurais été encore passionné par ce métier-là. Et tu sais, j'ai contribué, moi, à la création d'un fonds qui est un fonds d'aide au journalisme international au Québec, qui a été mis sur pied par d'autres personnes, mais moi, j'ai contribué à les brancher sur les gouvernements et les milieux d'affaires, parce que c'est un fonds qui est financé à la fois par les gouvernements et les milieux d'affaires, mais c'est pour faire en sorte que des journalistes, par exemple, du journal Le Devoir, qui n'ont pas les mêmes moyens que les journalistes de Radio-Canada pour faire du journalisme international, aient accès à des fonds pour leur permettre de proposer des projets de couverture internationale. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Puis si on a fait ça, c'est parce qu'on pense à l'avenir de ce métier-là et l'avenir de la couverture internationale. Ben, restons sur mon si précédent. Le Lépine d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il donnerait comme conseil aux jeunes Lépines et aux jeunes journalistes qui commencent dans la profession? Ouais, je le fais, remarque, parce que de temps en temps, j'accepte d'aller parler dans les universités aux étudiants et tout ça. Je pense qu'il faut d'abord, la première chose que je dis tout le temps, c'est que même si j'ai vu, moi, la naissance et la croissance des écoles de journalisme, moi, je dis toujours à ceux qui veulent faire du journalisme, allez d'abord faire un diplôme universitaire dans un domaine qui n'est pas lié au journalisme nécessairement, qui peut être la science, qui peut être même la médecine, qui peut être la sociologie. Parce que je pense que ça vaut la peine d'avoir, quand on est journaliste, d'avoir une formation universitaire qui est solide. J'ai un préjugé favorable à ça. Vraiment, la connaissance dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, on dit, par exemple, qu'il faudrait des journalistes qui soient capables d'analyser les datas. Les datas, c'est un univers accessible, mais qui est plus complexe à analyser. C'est une science, l'analyse des datas. Et donc,
il faut ça. Un étudiant brillant en mathématiques pourrait être très utile comme journaliste aujourd'hui, avec les algorithmes, avec tout ça, avec le monde des mathématiques appliquées et tout. Donc, moi, je conseille ça d'abord. Et puis après ça, je dis, c'est un métier de passion. Donc, c'est pas un métier de bureaucrate. Les journalistes bureaucrates sont très mauvais. Donc, c'est un métier de passion et il faut pas hésiter à être passionné, puis, et toujours ne jamais hésiter à demander et à offrir. Hein? Parce que la première chose quand tu fais le métier de journaliste, c'est que tu dois d'abord euh, convaincre ton chef, ton rédacteur en chef, de ton histoire. Donc, il y a un côté vendeur là-dedans. Des fois, d'ailleurs, c'est assez épeurant parce que tu convaincs ton rédacteur en chef à Radio-Canada d'un projet qui coûte 300 000 parce qu'on va être plusieurs équipes, radio, télévision et tout ça, puis on part dans l'avion, puis on se dit, on a été fous, est-ce qu'on va livrer la marchandise? Et c'est ça qui est intéressant, c'est un risque à la fois chaque fois. Moi, d'ailleurs, quand j'étais journaliste, même à Radio-Canada, je calculais tout le temps le rapport nombre de contributions et budget. Moi, je voulais toujours être plus rentable, plus. Aujourd'hui, c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être les patrons qui demandent trop parce qu'on nous demande de faire le web, on nous demande de faire le direct ci, le direct ça, le direct ça. Et on n'a presque plus le temps de penser quand on est en reportage. C'est un autre enjeu d'aujourd'hui. Mais à l'époque, moi, j'avais déjà commencé moi-même à faire ça. Quand j'étais correspondant, je calculais le nombre de topos que je faisais par semaine et puis j'augmentais, puis voilà, c'est ça. Jean-François Lépine, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les prochains jours du festival? Ben, il y a beaucoup de belles rencontres. J'ai parlé du juge en chef de la Cour suprême qui va être là pour parler de la désinformation, mais je pense qu'il y a énormément de sujets variés. On a des journalistes de l'étranger qui viennent aussi. Et encore une fois, s'amuser. Moi, je pense que c'est important, c'est ça l'esprit de l'affaire, s'amuser tout en réfléchissant sur notre métier, mais sur l'état du monde et comment les journalistes sont vraiment et devraient être, parce que ça prend beaucoup de rigueur, mais d'être ces espèces d'interprètes de la réalité autour de nous, mais de la réalité à l'échelle de la planète, où les défis, pour toutes sortes de raisons, là, on passe une période, moi je présente ça, et c'est Poutine lui-même qui a appelé cette décennie-là comme ça. Il l'a appelé la décennie des années 2020, la décennie dangereuse, et il a été celui probablement qui a le plus contribué jusqu'à maintenant à la rendre dangereuse. Mais je pense qu'on passe une décennie cruciale en termes de répartition des pions géopolitiques sur la Terre. Il y a beaucoup de choses qui font peur. Il y a beaucoup de nouvelles façons de regarder comment on peut s'auto-contrôler, parce que c'est ça que les êtres humains doivent faire. On l'a fait à une certaine époque où la prolifération nucléaire était importante, mais là, c'est toutes sortes de proliférations qui sont en train de se développer et qu'il faut vraiment voir d'un autre œil. Puis il faut revoir complètement aussi l'état de la communauté internationale, l'ONU, les grandes organisations qui sont de moins en moins respectées parce qu'elles n'ont pas changé pour refléter la réalité qui se passe. Donc à quoi je m'attends? Je m'attends dans un contexte quand même léger et extrêmement agréable de s'amuser en discutant de choses extrêmement sérieuses. Jean-François Lépine, journaliste, diplomate, conférencier, auteur et parrain du Festival international de journalisme de Carleton-sur-Mer. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci, on se voit sur place. Oh oui, au revoir. Au revoir. Donc, du 16 au 19 mai, les participants au Festival international de journalisme de Carleton-sur-Mer auront la chance d'aborder différents angles d'enjeux qui sont reliés au journalisme. Que ce soit les défis de l'information régionale ou mondiale, la désinformation, les habitudes médiatiques du public qui changent, les enjeux autochtones et même l'arrivée de l'intelligence artificielle dans l'outillage des journalistes. Bref, beaucoup de sujets. Et je me suis dit que la meilleure personne pour m'aider à mettre un peu la table pour ces nombreuses discussions à venir, ce serait Colette Brun. Elle est la directrice générale du Centre d'études des médias. On la retrouve à l'instant.
Bonjour, Colette Brun. Bonjour, Bruno. Colette, on en parlait précédemment avec Martin Leblanc et Jean-François Lépine. Eux nous ont présenté l'événement en tant que tel, le festival. Mais si je vous demandais à vous l'état du journalisme au Québec, grosse question, là, est-ce qu'il se porte bien, le journalisme au Québec? Ben, ça dépend toujours à quoi on le compare. Hein? Si on le compare au journalisme au Québec des années 70, 80, même 90, on pourrait dire oui, il y a eu une dégradation à certains égards. Là, les moyens, je dirais, la place du journalisme dans la société est beaucoup moins dominante qu'elle l'était, ce qui n'est pas entièrement une mauvaise chose. Et il y a beaucoup d'insécurité financière là, dans l'industrie des médias. Donc ça entraîne un sentiment et une réalité de précarité dans le journalisme qui est réelle. Et puis, donc, on sent un affaiblissement des capacités du journalisme de terrain, d'enquête, dans plusieurs domaines. Mais bien sûr, il y a aussi l'amélioration des capacités avec les outils technologiques dont on parle peut-être pas beaucoup. On a tendance à voir les transformations technologiques plus comme une menace pour le journalisme, alors que ça a quand même beaucoup aidé le travail journalistique. Et puis, on parle aussi beaucoup de nos jours de la crise de confiance à l'égard des médias, comme bien d'autres institutions. Hein. Je pense que c'est tributaire d'ailleurs d'une crise de confiance plus générale. Alors, et là, ben, si on compare le journalisme au Québec au journalisme ailleurs dans le monde, ou que ça soit au Canada anglais, aux États-Unis, en France, ben oui, et je pourrais allonger la liste là. Le journalisme se porte relativement bien. Et dans ce sens-là, je rejoins Bertin qui a signé récemment un texte plutôt optimiste, certains diraient jovialiste, sur l'état du journalisme. Donc, il y a des choses qui vont bien, mais on voit aussi des effets, on le voit jusque dans les écoles de journalisme. Là, les inscriptions sont en baisse depuis plusieurs années. On a moins d'étudiants qui aspirent à ce métier-là parce qu'ils entendent parler de la crise des médias, ils entendent parler de toutes ces difficultés-là et ils ont peut-être d'autres projets. Là, ils rêvent peut-être plus d'être influenceurs ou créateurs de contenu autrement qu'en journalisme. Alors, puis là, c'est ça. Est-ce qu'on parle du journalisme au sens traditionnel du mot? Ou est-ce qu'on parle de nouvelles formes de pratiques médiatiques qui s'apparentent à du journalisme? Et là, bon, c'est sûr que la prof de journalisme dirait attention à ne pas trop confondre les genres, là, le travail professionnel d'un journaliste et le travail peut-être un peu plus, disons, moins encadré là, d'un producteur de contenu. Mais il y a quand même des choses très, très intéressantes. Il y a une espèce d'ébullition, d'effervescence dans toutes sortes de types de production, des nouveaux médias aussi dont on entend moins parler. Donc, il y a des choses très, très intéressantes qui se passent, mais il y a des défis énormes. J'adore votre réponse parce que ça touche plein de points que je vais aborder avec vous. Vous parliez de la multiplication des plateformes. Dans votre œil, quand vous regardez ça, est-ce que c'est un avantage ou un obstacle au journalisme aujourd'hui, au travail des journalistes? Ben, c'est une perte pour un grand avantage que les journalistes avaient, c'est-à-dire qu'on avait quelques médias qui rejoignaient beaucoup, beaucoup de gens. Et là, ce qu'on voit, c'est que les médias de masse, hein, comme TVA, Radio-Canada, les grands quotidiens, ils rejoignent de moins en moins les plus jeunes publics en particulier et d'autres publics peut-être qui se détournent de ces plateformes-là et même des gens plus âgés qui ont changé leurs habitudes. Donc, on n'a plus là, des grands lieux, puis on l'a vu avec les déclins des codes d'écoute, des grands rendez-vous télévisés, des grandes messes, là, le téléjournal de 22 heures qui n'a plus les auditoires qu'il avait. Alors, on n'a plus ces espèces de grands espaces communs où tout le monde a une espèce de référent là, sur qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et même si les gens écoutent différents médias d'information, il y avait quand même des thèmes communs, puis déjà, on s'entendait sur ce qui était important dans l'actualité. Est-ce qu'il était vrai, est-ce qu'il n'était pas? Ce qui est vrai, oui. Ah, ben là, c'est toute autre question, là. Mais sans même aller jusque-là, juste de dire quels sont les sujets importants, quels sont les événements importants dont il faut parler. Et après ça, la façon dont on en parle et comment on en parle, ça, c'est une toute autre question. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a toute une génération, et même plus d'une génération, qui va complètement ailleurs pour s'informer, qui ne considère même pas ne sait pas qui sont les personnalités médiatiques ou même les personnalités politiques ou sociales importantes que les gens de ma génération, là, je suis dans la cinquantaine, et des gens plus vieux considéraient comme des personnalités importantes.
mais qui vont dire, attention, il y a ces autres sujets, ces autres domaines d'actualité que nous, on considère importants, puis nous, on aimerait parler de ces sujets-là. Alors là, on a un éclatement, si on veut, des champs d'intérêt, des sujets d'actualité. Puis après ça, bon, il y a toute la question du rapport aux faits, à la vérité, là, qui devient, ça devient compliqué à gérer, effectivement. Mais est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'expliquer où a été le point de rupture? À partir de quel moment? Est-ce que c'est parce que les grands médias, bon, on parlait des grands rendez-vous, les grandes messes, là, mais est-ce que les médias n'ont pas été capables de suivre la population, n'ont pas été assez sensibles par rapport à l'intérêt ou la façon d'amener l'information? C'est surtout qu'il y a d'autres. Oui, il y a surtout d'autres plateformes qui ont émergé, qui avaient des expertises, qui avaient des ressources, qui avaient non plus pas d'obligation de faire des contenus d'information ou des contenus tout court, qui étaient capables de monétiser cette attention-là. Mais je dirais que il y avait déjà on parlait déjà de fragmentation des publics, de fragmentation de l'attention à l'ère des débuts des chaînes télévisées spécialisées, les chaînes d'information continue et toutes les autres. À l'époque, même les magazines spécialisés étaient considérés comme des nouveaux médias. Alors, on parle de cette tendance-là depuis assez longtemps avec la multiplication même des médias traditionnels avant le numérique. Et l'arrivée du numérique, parce que ça a eu comme effet sur les médias, vous le savez, c'est la fragmentation des revenus et les revenus publicitaires. Et les revenus publicitaires en ligne vont massivement aux grandes plateformes, là, Google, Facebook et quelques autres, qui donc sont vraiment les joueurs dominants dans cet espace-là. Alors, les médias traditionnels, on peut leur dire qu'ils n'ont pas suivi la vague. En fait, on leur reproche à la fois de ne pas avoir suivi puis d'avoir été trop dépendants de ces grandes plateformes. Donc, il y a pas grand-chose à faire là-dessus. Mais en même temps, les médias traditionnels devaient aussi conserver une pratique professionnelle, éthique, tout ça, et parler, oui, des institutions politiques, des sujets qui sont peut-être moins vendeurs par obligation, par conscience professionnelle. Alors, quand j'entends dire, oui, les médias ont peut-être pas été assez innovants, je veux bien. Effectivement, ils ont été très profitables pendant très longtemps et ont peut-être pas vu venir ou ont peut-être pas voulu voir venir la tendance. Mais en même temps, on voit mal comment ils auraient pu être plus innovateurs et vraiment anticiper et combattre la montée de Google et des médias sociaux. Là, je veux dire, ils sont pas les seuls d'ailleurs à avoir été pris de court par ces joueurs-là. Je ne vous demanderai pas de jouer au consultant pour ces grands médias-là, mais aujourd'hui, quand vous regardez ça, il y a la perte d'intérêt face à ces médias-là, mais il y a aussi l'élément de confiance du public qui a été érodé pendant les dernières années qu'on a vécues. Comment les médias se sortent de là? Comment les journalistes même se sortent de ça? C'est la grande question et elle est vraiment pas facile. C'est sûr, quand on voit les enquêtes sur la confiance, on voit qu'il y a une baisse. On voit que moi, ce qui m'inquiète le plus, en fait, c'est la baisse de l'intérêt pour l'actualité, pour les nouvelles, pour la vie même démocratique de manière générale. Il y a une espèce d'épuisement, je pense. C'est sûr que on a eu la pandémie, on a toute une série de conflits très, très lourds et apparemment insolubles. La crise climatique, on a l'impression de vivre dans une espèce d'apocalypse permanente, là. Alors, c'est sûr qu'il y a un réflexe naturel de se détacher de tout ça, de se détacher de nouvelles qui sont souvent très négatives et qui semblent sans espoir. Et plus on se détache de l'actualité, plus on est indifférent à l'égard des médias, moins on est porté à leur faire confiance. Ils sont juste plus sur notre radar. Il y a les gens qui ont vraiment une méfiance et une haine active des médias. Je pense que ces gens-là sont assez minoritaires. Mais je pense qu'il y a un plus grand nombre de personnes qui vont juste se détourner des médias parce que c'est trop difficile de départager aussi qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a beaucoup de bruit dans nos environnements, sur nos téléphones, on va dire. Alors, on désactive les notifications, on désactive aussi tout ce qui vient nous perturber. Et la tentation de décrocher ou en tout cas de réduire le contact avec l'actualité peut être très, très compréhensible et même très sain dans certains cas. Mais quand on n'est pas en contact, on a tendance à pas faire confiance. Et
ce qui s'ajoute au problème des ressources, des moyens des médias. Puis c'est sûr que des médias qui ont moins de moyens, c'est plus difficile pour eux de gagner la confiance du public. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Je pense que ce qui m'apparaît clair, c'est que les médias sont en réflexion, doivent être en réflexion sur leur relation avec les publics. Ils doivent être beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus proactifs d'aller à la rencontre de leur public. Donc, évidemment, ça nous amène à ce festival là qui est ça, en fait, une rencontre avec un public régional en Gaspésie. Bon, je sais que les gens de Montréal trouvent ça très, très loin de se rendre à Carleton-sur-Mer. Moi, j'ai la chance d'habiter à Québec, donc c'est un peu plus proche. Mais c'est comme si on sortait un peu de la bulle des médias sociaux, de toute cette espèce de lourdeur là, qu'on a par rapport à l'environnement médiatique, à l'environnement politique. Et que là, on se retrouvait dans un environnement un peu plus apaisé, un peu plus en recul par rapport à la frénésie. Là, je veux pas dire que les gens de Carleton sont en vacances permanentes, là, c'est pas ça du tout, mais c'est qu'on sort un peu de notre petite bulle, puis on discute de ces choses-là, pas seulement non plus entre universitaires ou entre journalistes, mais avec toutes sortes de gens, des gens de la région, qui nous amènent ailleurs, là. Même des ados, il y avait même des ados dans cet événement-là qui nous donnait vraiment beaucoup d'espoir. Évidemment, c'est des gens qui sont curieux, qui sont intéressés, qui sont contents aussi que cet événement-là se déroule chez eux. Et des gens qui viennent d'ailleurs aussi, là, des conférenciers, des invités qui viennent de France et d'ailleurs dans le monde. Vous parlez des jeunes, je suis content parce que ça m'amène à ma prochaine question. Vous êtes en contact, de par votre tâche de professeur, vous êtes en contact avec la nouvelle génération de journalistes qui va sortir des grandes universités au Québec. Avez-vous l'impression qu'ils sont prêts à affronter cette nouvelle réalité de l'information? Ben, c'est-à-dire qu'ils sont prêts dans le sens que ils ont grandi dedans, hein, ils connaissent, ils sont beaucoup moins pessimistes. D'ailleurs, c'est un running gag là, entre eux et moi, là, que moi, je joue la pessimiste, la Cassandre sur Internet, là, et puis eux, ils sont plutôt optimistes parce qu'ils ont grandi là-dedans, puis ils voient toutes les choses extraordinaires, et ils sont peut-être... c'est pas qu'ils sont pas critiques, mais leur regard est plus... Les jeunes ont tendance à être plus optimistes en général. Donc ça me fait beaucoup de bien. Puis je me dis, ils ont l'énergie, ils ont la créativité, ils ont la curiosité, ils ont énormément de talent aussi, là, d'esprit critique. Tout ce qu'on demande à des journalistes, je pense que moi, je le vois là, chez mes étudiants. En tout cas, ceux que j'ai en ce moment, là, j'ai leurs travaux là, de fin de session, puis je trouve qu'il y a vraiment des très beaux profils. Ils sont moins nombreux hein, qu'ils étaient. Puis moi, je dis toujours, on a moins d'étudiants, mais ceux qu'on a sont vraiment très déterminés. Ils veulent vraiment faire une différence, mais en même temps, c'est pas eux qui vont réparer le modèle d'affaires. C'est pas évident non plus pour eux. Enfin, oui, il y a des entreprises qui leur ouvrent les portes, il y a beaucoup de stages, on veut beaucoup recruter, mais les conditions dans lesquelles ils vont travailler seront pas simples. Et on essaie de les préparer à ça aussi, là, d'être un peu... de toute façon, les gens qui ont étudié en journalisme, c'était jamais pour faire des tonnes d'argent ou pour vraiment avoir une sécurité d'emploi ou un 9 à 5, là. Mais on voit quand même chez les plus jeunes générations que la qualité de vie, l'équilibre, travail, vie personnelle, c'est quelque chose d'important. Alors, on discute de ces choses-là. Puis moi, je me dis, c'est eux qui vont trouver les moyens d'intégrer leur projet, leur talent au marché du travail. On en voit qui font toutes sortes de choses. J'en ai une ancienne étudiante qui est à Urbania, qui fait des choses extraordinaires, que on voyait déjà un peu le potentiel quand elle était aux études, mais ils nous surprennent hein, quand ils sont... Puis il y en a d'autres qu'on les imaginait peut-être dans un certain type. Donc, c'est comme nos enfants, là. On ne sait pas ce que ça donne. On n'a pas le contrôle sur le résultat. Mais on voit des choses vraiment extraordinaires et je veux dire, et puis ça, c'est juste ceux que j'ai à l'Université Laval. J'en connais aussi d'autres universités, l'Université de Montréal, de l'UQAM, de l'Université d'Ottawa et de Jonquière, etc. Et puis, on voit que ces gens-là font des choses vraiment remarquables. Il y en a aussi qui se disent, je vais essayer le journalisme, mais ça va probablement me mener ailleurs. Ils sont déjà lucides en sachant que c'est pas nécessairement une carrière qu'on fait toute sa vie.
Et je pense que c'est bon aussi de garder ça en tête, là, que si on ne fait pas du journalisme, on n'a pas trahi là, son rêve parce que c'est vraiment une vocation là, chez les étudiants en journalisme. Là, on sent qu'il y a vraiment Quelque chose de noble. une envie très forte là, de faire ça. Tout à l'heure, vous parliez de technologie. Je voulais vous entendre évidemment sur l'intelligence artificielle qui est arrivée dans le paysage du journalisme. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ben, moi, je suis à la fois curieuse et inquiète de nature. Alors, j'aborde l'intelligence artificielle pas mal avec ces deux attitudes-là. Je suis très curieuse de voir ce qu'on peut en faire. Il y a déjà des applications qu'on utilise, que ce soit pour la transcription, pour la traduction. Bon, avec des limites, hein. C'est sûr que quand on fait, par exemple, du journalisme d'enquête, on va pas se mettre à enregistrer puis à mettre sur le cloud déjà des enregistrements d'entrevues là, qui sont sensibles. Mais toutes les intelligences artificielles génératives, ça, je suis beaucoup plus sceptique. Bon, je l'utilise. La traduction, c'est déjà un peu ça, là. Mais quand on parle vraiment des modèles de langage comme ChatGPT, on voit encore les limites là, de ces outils-là. Il marche bien quand on est capable d'y mettre du temps et quand on a des données de très bonne qualité à alimenter si on fait juste lui demander de produire des contenus à partir de tout ce que ChatGPT repêche sur le web, ça donnera pas de la très grande qualité, surtout que les nouvelles, en général, le journaliste porte sur des choses qui sont locales et qui sont très, très récentes, qui sont en train de se passer. Donc, le volume de données sur lequel ChatGPT peut travailler est pas très grand, en français qui plus est. Et le risque d'erreur est très, très grand. Donc, j'ai des collègues un collègue en particulier qui fait beaucoup travailler les étudiants avec ChatGPT, entre autres, pour qu'ils puissent comprendre l'art du prompt de la requête, et d'autre part, qu'ils comprennent les limites de cet outil-là. Je pense que les intelligences artificielles peuvent être très utiles pour des gens qui sont vraiment très bons là-dedans, qui les maîtrisent. D'autres, soit mal intentionnés ou paresseux ou juste pas très habiles, pourraient s'en servir de manière problématique. Et enfin, je pense qu'un bon nombre de journalistes et de gens en général qui sont pas bêtes ni malhabiles, mais qui sont peut-être plutôt réservés par rapport à l'utilisation de ces outils-là. Donc, on est beaucoup dans l'exploration, dans l'encadrement. Et puis, bon, il y a toute la question aussi de la relation des éditeurs de presse avec des plateformes comme OpenAI. Est-ce qu'on conclut des ententes avec ces plateformes-là pour bénéficier justement de l'expertise puis de certains revenus qui peuvent aller avec ça? Ou est-ce qu'on est mieux de se tenir? Puis les deux exemples les plus opposés, là, il y a, je sais pas si c'est le Financial Times là, récemment ou Le Monde ou d'autres groupes, Associated Press et autres, qui ont conclu des ententes. Et à l'inverse, Mediapart, qui refuse même les données de Google, les ententes avec Google parce qu'ils disent il n'y a pas assez de transparence dans cette entente-là. Et le New York Times qui essaie plutôt de développer ses propres outils d'intelligence artificielle, mais il y a très peu de médias qui ont ces capacités-là, ces expertises-là. Donc, les médias sont comme bien d'autres acteurs du domaine culturel qui voient venir ça, mais qui n'ont pas vraiment nécessairement un ensemble d'expertise, de compétences. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les gens qui ont ces expertises, ces compétences-là, ne restent pas longtemps dans les médias. Ils deviennent justement consultants ou développeurs ou ils fondent leurs propres entreprises. C'est très bien, mais c'est un problème de rétention d'expertise pour les médias, y compris les plus grands. En terminant, je vous ramène à Carleton-sur-Mer. Vous étiez là l'an dernier, vous avez fait allusion. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle édition qui commence là? Ben, j'ai d'abord d'avoir autant de plaisir que l'année dernière. Ça a été vraiment extrêmement ressourçant. C'était comme une combinaison d'un colloque ou d'une rencontre professionnelle et presque de vacances. Alors, ce qui était intéressant, c'est que oui, on a tous ces panels, toutes ces occasions de rencontres qui sont officielles, là, où les gens prennent la parole sur scène et tout.
Mais après ça, il y a toutes les discussions qu'on a à la pause, y compris avec des gens de l'endroit, des discussions informelles où on goûte vraiment à ce que les gens vivent relativement à l'information. On se dit, oui, il y a encore un public pour le journalisme, ça fait du bien de le rencontrer. Et je veux dire, c'est pas grand à Carleton, on fait la file pour aller s'acheter un café parce que le café est très, très bon à la brûlerie du Quai, petite plug. Et comme la file est longue, ben on a le temps de jaser avec les gens qui sont là, des gens qu'on connaît peut-être ou qu'on connaissait pas, mais avec qui on n'a pas l'occasion de discuter comme ça à bâton rompu là. Et puis c'est dans un cadre vraiment moins, c'est pas comme du réseautage traditionnel, là, c'est du réseautage assez décontracté. Et c'est vraiment un événement formidable. Puis là, je vois là qu'il y a des nouveaux invités, il y a des invités qui reviennent. Ça, c'est toujours la marque du succès, hein, les gens qui veulent revenir d'une année à l'autre. Je pense que ça va être un défi quand même de maintenir une formule dans un endroit qui est quand même relativement excentré pour la plupart des acteurs du milieu médiatique au Québec. Ça existe ailleurs, ça existe en Europe, puis ça fait partie de la formule. C'est ça l'idée de, justement, on sort du bain pour s'aérer un peu. Alors, ça va être ça, je pense, le défi pour les années à venir, c'est de maintenir cette formule-là à Carleton-sur-Mer. Je suis sûre qu'il y a plein de villes, de villages au Québec qui aimeraient bien être l'hôte de ça à l'avenir. Mais bon, l'avenir nous le dira. Colette Brun, je rappelle, vous êtes directrice du Centre d'études sur les médias. Vous êtes également professeure titulaire au département d'information et de communication de l'Université Laval. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions, puis surtout, bon festival. Merci beaucoup, Bruno. Alors voilà pour ce premier épisode spécial de Mon carnet en provenance du Festival international de journalisme de Carleton-sur-Mer en Gaspésie, et il en reste comme ça 3 autres pour les 3 prochaines soirées. Je tiens à remercier l'organisation du festival pour sa collaboration ainsi que TELUS qui, avec son soutien financier, permet la production de cette série de reportages. Je vous donne rendez-vous demain en soirée, heure du Québec, pour une seconde édition de cette série spéciale de Mon carnet. Au revoir, à demain. Ce podcast est rendu possible grâce à la participation financière de TELUS, qui prône le dynamisme des médias et du journalisme au Québec.